Alors, je vous propose d'aborder 5 points ensemble aujourd'hui. On va regarder très brièvement les services offerts par Compensation CO2 Québec. Ensuite, on va parler un petit peu des gaz à effet de serre, mais aussi du réchauffement climatique. On va bien sûr voir comment les arbres peuvent séquestrer du carbone. Un petit peu plus globalement, le rôle du secteur forestier et de la forêt dans la lutte au changement climatique. Et finalement, quelques gestes que chacun peut poser au quotidien pour contribuer. Alors, Compensation CO2 Québec, comme Audrey l'a dit, c'est en place depuis 2011. Ça a été mis en service par Aménagement forestier coopératif de Wolfe, situé à Amenard. Le service a été repris en 2017 par Aménagement forestier coopératif des Appalaches, qui est situé à La Patrie. La majorité de nos sites sont donc en Estrie, dans le sud du Québec. Le service est intéressant parce qu'il met à profit un partenariat qu'on considère gagnant, c'est-à-dire d'offrir à tous la possibilité de contribuer à la mise en terre d'arbres, individus, entreprises, organismes. On implique aussi les propriétaires forestiers privés membres de notre coop grâce à leur propriété à des secteurs de leur lot qui correspondent aux besoins en termes de sites pour la plantation. Et finalement, on utilise l'expertise forestière de l'équipe de la coop pour le choix des sites, l'activité de reboisement en soi et aussi les suivis à la suite de la plantation. Notre modèle de base, donc le service régulier, fonctionne avec l'épinette blanche. L'épinette blanche, pour nous, c'est un choix qui est sécuritaire parce que c'est une espèce qui est adaptée à plusieurs stations. Elle est peu sujette aussi aux insectes ou aux maladies. La croissance est relativement rapide. On peut produire des produits du bois intéressants avec cette essence-là. L'autre chose, c'est qu'il y a eu des études faites directement sur nos stations à nous pour savoir avec assez de précision la quantité de carbone moyenne qui est stockée par cette essence-là. On utilise essentiellement des friches abandonnées, c'est-à-dire des territoires qui sont non forestiers à la base pour vraiment venir avoir un effet au niveau de la création de nouvelles superficies forestières. Dans nos calculs, c'est certain que nous, on a prévu de l'aménagement, c'est-à-dire des éclaircies et la récolte à maturité. Ça, c'est notre modèle de base. En plus de celui-là, on essaie le plus possible de mettre en place différents projets où là, on va venir jouer un petit peu sur le patron de reboisement, c'est-à-dire différentes densités, parfois un arrangement spatial différent avec des essences mixtes. On intègre vraiment davantage le feuillu dans les modèles en essai pour avoir un effet un petit peu plus général à plusieurs échelles, plus, je dirais, écosystémique, donc avec des avantages additionnels pour la biodiversité. Ce qui nous inquiète, là, avant de parler de comment la forêt contribue, on va regarder un petit peu la mise en contexte, c'est vraiment le réchauffement climatique. Ça vient modifier vraiment là, les grands mécanismes naturels, que ce soit les phénomènes météorologiques extrêmes. Ça va venir modifier le niveau de l'océan. On peut perdre des îles. Il y a des côtes qui vont maintenant être sous l'eau. Évidemment, ça vient avec une hausse des températures qui peut venir jouer sur la perte de productivité de certains secteurs, qui va avoir un effet sur la pauvreté, peut augmenter aussi là, les réfugiés climatiques, qui va venir créer un débalancement dans les populations. Fait qu'on voit là, la chaîne d'effets possibles, effets sur la santé. Nos virus aussi, là, certains vecteurs de virus peuvent s'adapter à ces changements-là et se répandre plus facilement pour contaminer la population encore à l'abri de ces virus-là. Il y a la perte de biodiversité. On peut perdre des espèces végétales, des espèces fauniques, des espèces aquatiques. Puis comme pour la mouvance des espèces désirées, on essaie de s'adapter dans notre foresterie au changement des températures. Bien, c'est la même chose pour les insectes. Il y a des ravageurs à nos portes qui maintenant vont pouvoir venir visiter nos forêts avec les impacts que ça peut avoir. Même chose pour les espèces exotiques. Marie-Josée Martel vous en a parlé un petit peu ce matin. Le nerf brun est un exemple de choses avec lesquelles on devra composer au fil du temps. Le réchauffement climatique est directement lié au GES. Fait quand on parle de GES, de gaz à effet de serre, il faut savoir que c'est des gaz qui sont naturellement présents dans l'atmosphère. Ils contribuent à maintenir la chaleur sur la surface de la Terre. C'est composé de vapeur d'eau, bien sûr de gaz carbonique, de méthane, de protoxyde d'azote et aussi d'ozone. Ils sont essentiels à la vie parce que sans eux, sans les gaz à effet de serre, la température moyenne sur la surface de la Terre serait environ de moins 18 degrés Celsius. Donc, la vie, comme on la connaît, serait tout simplement impossible. Le problème, c'est que depuis le début de l'industrialisation, vers 1750, l'effet de serre s'est amplifié à cause d'un rejet important de GES dans l'atmosphère.
Fait que faut savoir que le gaz carbonique, c'est 80% des sources d'émissions qui viennent des énergies fossiles. Donc, c'est vraiment lié directement au CO2. C'est là la problématique. C'est influencé par l'activité humaine et c'est en constante augmentation, ce qui vient créer un déséquilibre. Si on regarde maintenant comment les arbres peuvent nous aider, c'est vraiment le fait que ce sont des organismes qui sont autotrophes. Autotrophes, ça veut dire qu'ils produisent eux-mêmes la nourriture dont ils ont besoin. Ça nous amène au processus de la photosynthèse. On le voit, là, il y a la petite formule en haut de l'écran. Photosynthèse vient d'un nom grec, phos pour lumière, et synthèsis, voyez mon accent, là, je parle couramment le grec, pour synthèse. Fait que ça prend l'eau dans le sol, combinée avec le CO2 de l'atmosphère, et ensemble, dans la chlorophylle des feuilles, il va se produire une réaction chimique naturelle grâce à l'énergie lumineuse pour générer deux extrants. L'O2, qui est essentiel à la vie, l'oxygène, mais aussi le glucose. Fait qu'on retrouve notre C dans la formule du glucose, notre carbone, qui va servir à l'arbre pour sa croissance, pour ses réparations, et ça va être stocké dans ses racines, dans le tronc, dans les branches. En général, on va dire que le carbone occupe 50% de la biomasse d'un arbre. Mais la quantité est variable. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Par exemple, la densité du bois. Plus le bois est dense, plus ça va avoir un effet sur le carbone qu'il va stocker. On entend souvent nos bois durs, là, comme nos érables, nos chênes qui ont une densité très élevée. Ensuite, ça va dépendre aussi du volume de l'arbre. Fait que plus l'arbre est grand, gros, plus il y a de volume, plus il est capable de stocker du carbone. Le volume, c'est influencé par différentes choses, l'espèce, mais aussi d'autres conditions. Par exemple, l'indice de qualité-citation du site, s'il y a eu des préparations de terrain, s'il y a des aménagements. Fait que tout ça vient influencer un petit peu la croissance de l'arbre et donc sa capacité à stocker le carbone. Ici, je vous montre, c'est une figure qui a été reprise à plusieurs occasions. C'est directement tiré du GIEC, notre groupe d'experts international là, sur l'évolution du climat. Ça a aussi été repris par notre groupe de travailleurs là, sur le carbone, constitué de plusieurs de nos excellents chercheurs ici au Québec. Ce que je trouve intéressant de cette figure-là, c'est qu'au-delà de l'arbre qui est capable de stocker le carbone lors de sa croissance, on peut voir le rôle du secteur forestier à deux échelles. Premièrement, au niveau de l'utilisation des terres, fait qu'on voit ce qu'on veut voir, en fait, c'est la superficie des forêts augmenter au maximum et éviter la perte de superficie forestière pour avoir les échanges, là, pour pouvoir séquestrer le carbone. L'autre niveau, c'est vraiment au niveau des matériaux, des énergies renouvelables. Fait que c'est intéressant parce qu'en plus de la capacité de stocker le carbone, si on utilise des produits du bois, si on utilise de la bioénergie, on arrive vraiment à avoir un effet encore plus grand en substituant le bois des produits les plus émetteurs, comme l'acier, comme le béton. Ici, je vous mets en parallèle deux schémas qui montrent le cycle sylvicole par rapport au cycle naturel des forêts, mais également le cycle du bois à côté. Ce que je voulais vous montrer par là, c'est que grâce à un aménagement forestier durable, grâce à la remise en production de certains secteurs via la plantation, on arrive vraiment à optimiser la production du bois pour en faire des produits, mais aussi on gagne un certain temps. Je dis pas que les vieilles forêts, on le voit là sur le schéma de droite, que les vieilles forêts n'ont pas leur rôle à jouer. Dépendamment du scénario de base, l'allongement des rotations, la conservation peut aussi être une avenue intéressante pour contribuer à la lutte au changement climatique. Mais moi, je sais certain, là, via mon service, je focus principalement sur la production de produits du bois et l'utilisation de ces produits-là. En fait, ce qu'on vise, c'est vraiment pas nécessairement de couper, de faire plus de bois, mais d'avoir des produits intelligents, je dirais. Fait que des produits de longue durée, des produits qu'on peut produire sans trop émettre de CO2 à notre tour. J'ai mis aussi l'avancement de la recherche comme étant une solution parce que c'est certain qu'on en découvre là, au fur et à mesure beaucoup. Ça change notre façon de voir les choses, puis ça nous amène à mettre les choses en perspective. Pardon.
L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le désir d'utiliser le bois doit s'accompagner de certaines politiques, de certains cadres, pour vraiment que tout le monde fasse sa part puis que ça s'enclenche vraiment à ce niveau-là aussi. Ici, ce que je vous montre, c'est que en plus de la capacité à capter le carbone puis à lutter contre les changements climatiques, la forêt a plein d'autres avantages et c'est ce que montrent ces deux figures-là. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc, c'est les services qui sont rendus à la société. Nos écosystèmes forestiers ont la capacité, là, les deux schémas se ressemblent énormément. Celui de gauche a l'avantage d'être en français. Par contre, il manque le service de soutien et celui de droite est en anglais, mais l'ensemble des services sont représentés. Donc, il y a les services d'approvisionnement. Les services d'approvisionnement, c'est tous les biens matériels qu'on peut retirer de la forêt. Joanie Bélanger l'a montré ce matin avec les produits forestiers non ligneux, par exemple. Après ça, il y a le bois, évidemment, les produits du bois, il y a le gibier. Ensuite de ça, il y a les services de régulation. Donc ça, c'est les services, je dirais, liés à la biodiversité. Vraiment les habitats, tout ce qui supporte les espèces animales et végétales. Ensuite, il y a les services de soutien. Les services de soutien, je vais le faire, je suis désolée, je viens de voir que je n'ai pas le même ordre dans ma présentation. Donc, services de soutien, c'est fait. Les services de régulation, c'est tous les services, comme on a vu tout à l'heure, le niveau de l'eau, les crues, les événements météorologiques extrêmes, la filtration de l'air. Ensuite, il y a les services culturels. Ça, c'est les services qui ne sont pas matériels, qui sont vraiment propres à chacun. Ça dépend vraiment des individus. Donc, on a le loisir, on a les cultures, on a tous ces aspects-là, le paysage, par exemple. Ici, avant de parler de comment chacun peut faire sa part, je voulais vous montrer où est-ce qu'on se situe au niveau des émissions canadiennes. On a un schéma à droite complètement qui montre que le Canada se situe au 10e rang. Même si on a une faible émission, 1,5 ça reste qu'on est le pays le plus émetteur en termes de tonnes émises par habitant. C'est non négligeable. On voit que certains pays ont la capacité de réduire un petit peu depuis les 13 dernières années, alors que d'autres continuent d'augmenter leur émission carbone, leur émission de GES. Mais globalement, on le voit sur le graphique du centre, les émissions continuent d'augmenter à l'échelle mondiale. Au niveau des émissions canadiennes, je vous ai juste mis la pointe de tarte pour que vous puissiez voir un petit peu là, où est-ce qu'on se situe. Le transport reste une source importante des émissions. Évidemment, là, la combustion, les énergies fossiles aussi. Ce qui m'amène à vous parler de comment chacun peut contribuer au quotidien. Je vous ai mis des petites capsules, là, on va les regarder une à une ensemble. Vous avez la consommation d'énergie. C'est certain, une des choses aussi avec le Canada, c'est qu'on a des climats qui sont variables, on a des hivers. Ce qui serait important dans notre cas, c'est vraiment de choisir des habitations qui sont adaptées à notre famille. On a tendance à avoir des grandes maisons. Il faudrait essayer de se limiter un petit peu dans les superficies. C'est important de bien isoler le tout pour avoir une certaine efficacité énergétique. Ensuite de ça, il y a les transports, on l'a vu, c'est près du tiers des émissions des Canadiens. On devrait chercher à avoir les plus petits véhicules possibles. On devrait aussi essayer de se tourner vers l'électrique quand c'est possible pour notre famille. Ensuite, il y a les transports en commun. Là, c'est certain, en cas de COVID, c'est moins évident, là, covoiturage, transport en commun, mais ça reste une avenue à explorer dès que possible quand ce sera de retour à la normale. Ensuite, il y a l'avion. C'est certain, quand on fait les bilans familiales, les gens qui voyagent beaucoup en avion, mais aussi en croisière, c'est certain que ça a une grosse influence sur les émissions d'une famille. Donc, si on est capable de couper sur l'avion, c'est un gros plus pour l'environnement. Ça fait partie des gestes gagnants. L'alimentation, bien, ce qu'on met dans nos assiettes, c'est très important. On le sous-estime parfois. La viande, c'est ce qui blesse, c'est le bas qui blesse. Alors, il faudrait essayer de réduire au maximum nos consommations en viande. Le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique avait fait des petites capsules pour comparer un petit peu là, la nourriture avec les transports. Et pour 50 grammes de viande, 50 grammes, c'est comme un steak standard pour la majorité des gens, ça revient à rouler pendant 1 heure sur l'autoroute à 100 km à l'heure avec une voiture qui consomme 6 litres au 100. Fait qu'on voit là, que ce qu'on met dans notre assiette, c'est important.
Au-delà de la viande, il y a aussi essayer de consommer bio, essayer de consommer local pour minimiser le transport, essayer de couper la transformation, le suremballage. Ensuite, dans les biens et services, c'est toute notre consommation, c'est tout ce qu'on possède. On doit chercher vraiment à utiliser encore une fois les produits de proximité, les produits locaux, mais aussi à essayer de réduire. Donc, consommer uniquement ce qui est essentiel pour nous. Puis, une fois qu'on l'a acquis, on essaie de le garder le plus longtemps possible. Ensuite de ça, il y a les matières résiduelles. Tout ce qu'on n'est pas capable d'éviter, tout ce qu'on finit par utiliser se ramasse en matières résiduelles, ce qui m'amène à vous parler des 4 RV. Ça marche pour toutes les capsules qu'on vient de voir. On essaie vraiment de réduire à la source, le haut de la pyramide, ce qui est le plus souhaitable. Par la suite, on essaie de réutiliser. Quand on a quelque chose, on essaie de le réutiliser le plus possible. Ensuite, il y a le recyclage, le compostage. Et là, mes yeux sont pas assez bons pour voir, mais il y a aussi toute la récupération de l'énergie. Fait qu'une fois qu'on a produit ces déchets-là, comment est-ce qu'on peut les valoriser? Comment est-ce qu'on peut rentrer dans une économie circulaire pour valoriser tout ça? Et finalement, en bout de ligne, ce qu'on n'a pas réussi à reprendre vient un déchet. Et ça, c'est la situation la moins souhaitable. Et dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est important de se trouver des initiatives qui nous sont faciles, qui nous tiennent à cœur pour que vraiment ce ne soit pas pénible de contribuer au quotidien. Fait qu'on cherche vraiment d'être dans l'action. La compensation, c'est un peu comme le bas de la pyramide. C'est le scénario qu'on veut éviter. C'est le scénario de dernier recours. Là. Ce n'est pas du tout la solution miracle. Alors, c'est tout ce qu'on n'a pas réussi à éliminer, on peut le compenser ou on fait tous nos efforts de réduction et en parallèle, on compense pour agir là, de front sur les 2 niveaux. Je vous ai mis un petit lien là, sur Recycle Québec parce qu'ils ont fait des capsules quand même assez intéressantes puis ils donnent vraiment beaucoup d'informations sur comment contribuer au quotidien dans tout ça. Alors, voilà, je me rends compte que je vous ai parlé très rapidement puis que j'ai sauté quelques informations. Alors, n'hésitez pas, là, s'il y a des questions, si vous voulez qu'on fasse du retour sur certaines diapos, ça me fera vraiment plaisir. Alors, merci beaucoup, Manon. En fait, nous avons, oui, une question de Sarah Claude qui demande quels sont les taux de survie de vos plantations CO2? Avez-vous, en fait, déjà récolté les premières plantations? Et si oui, qu'avez-vous fait avec? Non, comme le service a été mis en place en 2011, les plantations qui appartiennent au programme de compensation CO2 Québec n'ont pas encore été récoltées. Habituellement, là, dans nos plantations, on va atteindre d'épinettes blanches, on va atteindre la maturité vers environ 60 ans. Alors, on n'est pas rendu là. Par contre, on a quand même une bonne expertise au niveau des activités de plantation en général parce que via les services de compensation, on en a fait et ceux-là, on les a aménagés, on les a récoltés. En jeune âge, là, nos taux de survie sont d'environ 90 %. Je pense qu'au-delà des normes, c'est 75 % qui est visé, sinon on tombe en regarni. Nous, dans notre cas, nos standards sont un petit peu plus élevés. On vise 85 % de taux de survie et nous, on fait 2 suivis. Un suivi à l'an 2, un suivi à l'an 5 et habituellement, dans les 5 premières années de vie d'une plantation, les arbres qui n'ont pas réussi à s'établir sont morts et nous, on s'engage à les remplacer. Fait qu'on vise toujours un maximum de survie. Honnêtement, on vise le 100 % et sur tous nos sites, on a des arbres qu'on appelle de réserve, c'est-à-dire qu'on plante plus d'arbres que ce qu'on en attribue aux compensateurs au cas où il arriverait quelque chose pour compenser à cet effet-là. Parfait. Et justement, il y a Sarah Claude qui renchérit sur sa question. Elle aimerait en fait en savoir davantage sur votre service de compensation. Donc, peut-être comment faire pour, en fait, quel est votre service si quelqu'un souhaite, compenser CGS, aller planter des arbres? Quel est le processus là, pour vous approcher et quelles sont les démarches là, à partir du point A, là? Parfait. En fait, vous pouvez visiter notre site Internet, le www.compensationco2.ca. On offre des outils de calcul qu'on a revus récemment, donc quand même assez précis, pour vous permettre d'évaluer votre émission et de compenser soit de façon égale ou sinon, vous pouvez toujours compenser à la hauteur là, de vos capacités. Ça, c'est vraiment l'outil pour nous rejoindre puis pour accéder aux
au nombre d'arbres à planter. Nous, on prend en charge vraiment toutes les étapes. C'est-à-dire que c'est toujours nous qui plantons. Parfois, on peut recevoir des équipes qui veulent contribuer, mais ça prend quand même des professionnels pour s'assurer de la qualité. La qualité de mise en terre joue énormément sur le taux de survie au niveau de la profondeur, au niveau de l'inclinaison. Fait que c'est certain que ça prend un support professionnel à cet effet-là. Et à chaque année, en fait, on sélectionne des sites, comme je le disais, qui sont non forestiers, des friches. On choisit les essences les plus adaptées. Souvent, on travaille avec l'épinette blanche. C'est nos professionnels qui mettent en terre les arbres et ensuite, on les suit 2 et 5 ans. Je ne sais pas, là, peut-être, est-ce qu'il y a des choses très particulières qu'elle voulait savoir? Non, c'est ça, c'était simplement là, de parler davantage de votre service de compensation. Et je crois que vous avez quand même bien répondu à la question. Et ou sinon, il y a toujours en fait le site web ou directement un appel à votre équipe là, qui pourrait être fait pour avoir davantage d'informations. Je pourrais juste peut-être lui Oui, dire, là, une fois que les gens s'engagent avec nous, nous, c'est certain, on remet un certificat de compensation aux personnes qui adhèrent à notre service. Et sur le certificat de compensation, il y a les coordonnées GPS de la station qui a été reboisée. C'est certain que tout le monde n'a pas la possibilité de venir visiter ces sites-là, fait qu'on essaie de produire des nouvelles, de mettre des photos sur chacun des sites quand on va faire les suivis. Et puis parfois, on fait des suivis même s'ils ne sont pas prévus parce qu'on passe devant. C'est l'avantage que ce soit sur notre territoire, on les voit régulièrement. Fait que c'est une des façons que les compensateurs peuvent avoir accès là, à leur arbre, que je pourrais dire, là, à la station où ils ont contribué à planter.